pour la crise économique mondiale, c'est-à-dire pour le yo-yo du prix de l'argent. Alors après, ils inventent d'autres systèmes. Aussi, ils ont inventé la titrisation avec les subprimes qui étaient planqués à l'intérieur. Et ils inventent aussi les produits dérivés. Hein. Alors les produits dérivés, c'est très intéressant pour les financiers, puisque ça permet d'acheter à une date donnée des produits dérivés. Donc ils prennent une position en disant, moi j'achète tel produit avec telle parité monétaire à telle date. Voilà, alors ça c'est ce qui va mettre en place aussi une spéculation sur les monnaies, avec des champions comme Soros, ou des gens comme ça, qui peuvent faire basculer des pays en spéculant sur les monnaies. On a encore en mémoire la Thaïlande il y a quelques années, etc. Donc c'est toutes ces inventions d'instruments monétaires qui mettent en péril quand même la structure de nos économies. Et les États, bien sûr, sont pris dans le système, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, ils ont des besoins extrêmement importants, et ils sont rentrés sur ce marché international de capitaux. Ils se surendettent, à part la Chine. Les trésors publics, par exemple en France, avec la mise en place de l'Europe, avant le trésor public avait accès au circuit bancaire classique, type Crédit Agricole, Poste, etc. Maintenant, la Commission de Bruxelles refuse, puisqu'il y aurait un crédit privilégié, et ce n'est pas la doctrine de l'Europe, puisqu'il faut que le crédit soit libre et non pas privilégié. Bref, les États, donc dans les années 80, vont emprunter sur le plan international. Des VGE des années 80 commencent à emprunter à New York, à Tokyo, etc. Les grandes entreprises aussi, EDF, la Sécu, on le sait moins, mais la Sécu emprunte sur les marchés internationaux. Très peu de gens le savent, mais c'est ce qui rend la Sécu fragile d'ailleurs aujourd'hui, d'autant plus fragile. Voilà. Alors, les banques, qu'est-ce qu'elles deviennent dans cette affaire, hein? Et bien les banques, ils ne prêtent pas seulement aux entreprises, comme dans l'économie classique, mais ils deviennent des salles de marché. Hein? Et donc, ils rentrent dans ce grand jeu financier international. Et on voit des gens comme, c'est l'affaire Carviel, c'est-à-dire des traders plus ou moins petits, plus ou moins grands, qui peuvent gagner en une année la moitié de ce que gagne la Société Générale. Bien sûr, puisqu'ils rentrent dans des systèmes quand on les explique comme ça, c'est relativement simple, mais c'est leur job. Hein. Alors après, bien sûr, ils prennent des risques, alors ça peut provoquer quelques petites catastrophes pour certaines banques, mais à l'origine, ils ont été embauchés pour ça. Hein. Alors, la dette de l'État s'accroît et elle ne peut plus se passer de ce marché financier. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, petite histoire de la finance, pour vous montrer à quel point les systèmes politiques occidentaux, les systèmes politiques des démocraties occidentales, sont rentrés dans le système financier. Hein. Il n'y a plus de séparation entre les deux. Donc on verra dans la dernière partie comment on pourrait essayer de retrouver, d'une certaine façon, un pouvoir du politique sur ces questions-là. Mais la deuxième partie sur laquelle je voudrais insister, c'est comment, sans avoir de position morale sur ces questions financières, comment aujourd'hui sont créées les richesses. Hein? C'est ça l'intérêt de voir après comment on peut penser autrement le système économique, c'est de comprendre ce que j'appelle, ou ce qu'appelle, puisque je m'appuie sur un auteur particulier, la pollinisation. Hein, la pollinisation, ou ce que vous avez vu dans l'intitulé, le capitalisme cognitif. Alors, jusqu'alors, on estimait que l'essentiel de l'économie et de la création des richesses et des valeurs, c'est l'économie d'échange et de production.
Hein, c'est ce qu'on nous avait appris les économistes du XVIIIe siècle, hein, Adam Smith, Ricardo, etc. Et aujourd'hui, on réalise qu'au fond, il y a une autre économie, c'est ce qu'on peut appeler l'économie de la pollinisation ou de la contribution. L'économie de la pollinisation deviendrait centrale dans la création de richesses et dans l'extraction de valeur aujourd'hui. Alors, comment comprendre cette économie de la pollinisation? Que fait une abeille? Une abeille, elle produit du miel. Ça, on aime le miel, c'est bon. C'est agréable au petit déjeuner, c'est bon pour la santé. Mais elle ne fait pas seulement produire du miel, ça c'est le produit. Ça, c'est la théorie classique de l'économie, c'est-à-dire elle produit quelque chose de visible, de tangible, qu'on peut peser, mais aussi elle fait d'autres choses qui sont moins visibles, mais qui est indispensable à la vie. Elle pollinise, hein, c'est-à-dire elle transporte des cellules reproductrices de plante à plante, qui permettent de fertiliser les plantes, et qui permettent finalement la vie sur la vie terrestre. Pourquoi? Parce que c'est 80% des produits, des fruits et légumes qui sont pollinisés par les abeilles. Alors, ce travail relativement invisible est essentiel à la création de richesses. Non seulement à la création de richesses, mais à la vie sur Terre. C'est ce que les anglo-saxons appellent le byproduct, c'est-à-dire qu'on peut polliniser mais sans en avoir conscience. Tout un chacun en pollinise en permanence sans en avoir vraiment conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue économique? Ça, on le sait tous en ayant travaillé soit dans des bureaux, soit dans des usines, soit dans des PME, etc. C'est qu'un travail efficace nécessite une coopération entre les gens, c'est-à-dire quelque chose d'immatériel. Et c'est ce que nous disent les sociologues, mais c'est ce qu'on repère aussi quand on travaille dans notre système économique, système de production, c'est que si on appliquait à la lettre ce qu'on devait faire dans nos usines, dans nos bureaux, etc., dans le système de production, ça serait une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait d'une coopération volontaire, mais immatérielle, faite de confiance, faite de mobilisation des affects, faite de créativité, faite de capacité cérébrale, travailler en lien social, réseau, sociabilité, langage, etc., etc. Bref, c'est ce que j'appellerais ici la pollinisation, qui fait qu'on arrive à travailler de façon intéressante ou non. C'est aussi ce que les sociologues Durkheim appelaient, je crois, la solidarité organique d'une société. Alors, il y a cette métaphore des abeilles, mais on peut retrouver ça aussi bien avec le corail, par exemple, pour les gens qui préfèrent la mer. Le corail qui permet la vie, la flore, la faune, etc. Donc si ce corail meurt, on sait que c'est une catastrophe pour le milieu marin. Si les abeilles meurent, c'est une catastrophe pour le milieu terrestre. D'ailleurs, il y a une célèbre phrase d'Einstein qui nous disait « l'humanité ne survivrait pas à 4 ans de la disparition des abeilles ». Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, c'est évident que ça poserait un sacré problème, cette perte de pollinisation du système écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre système financier? Le système financier, on l'a vu tout à l'heure, a croisé l'informatique avec la révolution numérique. C'est-à-dire que la financiarisation de l'économie, avec l'émergence du numérique, a fait en sorte, ce dont rêvaient les plus libéraux des libéraux, les économistes les plus libéraux des libéraux, c'est-à-dire d'inventer un marché pratiquement parfait qui fonctionne 24 heures sur 24 sur toute la planète en permanence.